Merci. Je voudrais, avec votre permission, remercier Mohamed Amara et Boubacar Samake pour l'invitation. Moi, je réponds au nom du Dr Bremaïli Diko. Je suis le chef du département Sociologie et Anthropologie à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Je travaille sur les questions d'immigration, mais aussi d'extrémisme violent dans le centre du Mali. J'ai énormément de choses à dire. En tant qu'enseignant, nous aimons parler, mais je vais avoir pitié de vous pour être concis. Donc, pour vous entretenir sur trois petits points, une généralité sur la migration malienne, pour moi, qui semble nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Ensuite, un second point sur les réalités de la migration irrégulière vers le Sahel, ce qui me permet de parler aussi des autres pays du Sahel, parce que la thématique qui nous réunit cet après-midi, c'est dynamique migratoire au Sahel, donc je ne vais pas parler que du Mali. Et ensuite, un troisième point sur une réflexion sur les politiques migratoires de l'Union européenne, comment on les perçoit dans cet espace sahélien. Vous savez, quand on dit le Mali, c'est 1 241 000 km², donc c'est pratiquement 4 fois la France, et c'est un pays continental qui a 7 frontières. Donc vous imaginez que cela favorise la mobilité des personnes et des biens. Et sur ce territoire-là, nous avons 19 millions d'habitants, 13 groupes ethniques majoritaires, et la migration concerne pratiquement tous les groupes ethniques, mais à des proportions variables. Il y a certains qui sont les plus connus. Quand en Europe on parle de migration malienne, on ne fait qu'allusion qu'aux Soninké. C'est vrai qu'en France, ils sont majoritaires, mais il n'y a pas que les Soninké qui migrent, contrairement à ce qu'on peut penser. La migration malienne, c'est 4 à 5 millions de Maliens à l'étranger, donc l'ensemble des pays du monde. Et quand vous prenez même le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, il est représenté dans 162 pays, donc ça montre un peu la diversité des pays dans lesquels les Maliens se rendent. Et l'apport financier de la diaspora représente 11% du PIB malien. Chaque année, les transferts de fonds augmentent de 15 à 20 milliards de francs CFA. C'est plus que l'aide bilatérale et multilatérale, donc vous comprenez pourquoi il y a une mobilisation même des expulsés, comme Clara le disait tout à l'heure, pour faire en sorte que le Mali ne signe pas d'accord de réadmission, bon, aux grandes dames, bien entendu, de ceux qui proposent ces politiques-là. Au Mali, la tradition migratoire est ancrée. Quand on est en Europe, on parle beaucoup des Maliens, des Sénégalais, parce que, bon, pour différentes raisons, à partir de 1981, déjà, les gens commencent à être assez visibles. Mais c'est une migration multiséculaire qui a commencé avant la colonisation, que la colonisation française a galvanisé, et ensuite qui a commencé à se complexifier à partir des années 70, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer tout de suite, mais que vous pourrez en tout cas poser comme question si cela vous intéresse. C'est une migration qui concerne autant les hommes que les femmes, et c'est une migration, quand on regarde quand même davantage jeunes, c'est-à-dire que ça concerne des personnes entre 10 et 45 ans en majorité. Bien entendu, on va trouver tous les âges. La migration interne au Mali est autant développée que la migration internationale. C'est vrai que si vous regardez la migration internationale, elle était d'abord masculine, elle a commencé à se féminiser à partir des années 70, pour d'autres raisons aussi qu'on pourra aborder dans les discussions. Donc le Mali, contrairement à l'imaginaire, n'est pas qu'un pays d'émigration, c'est aussi un pays d'immigration. Il y a au moins 68 000 Africains qui vivent au Mali. Et c'est aussi un pays de transit par excellence vers l'Europe. Ça, c'est lié un peu à la géographie du pays. Voilà. Quand on dit le Sahel c'est assez vaste hein, parce que ça va jusqu'au Nigeria. C'est beaucoup de pays qui sont concernés. Et nous avons pratiquement les mêmes réalités. Une population... C'est un bois, il doit consommer de l'alcool, il ne l'a pas fait encore. Donc il y a la malédiction des ancêtres qui s'abat sur les appareils. Je peux? Donc je disais que c'est un bois, il n'a pas encore sureté son chibichama qui est l'alcool traditionnel. Donc du coup il y a la malédiction des ancêtres qui le rappelle à l'homme. Bon. Bien, donc je disais, quand on dit le Sahel, c'est un espace très large qui fait au moins 9 millions de kilomètres carrés, non? Et c'est énorme, rien que le Mali déjà. C'est 1 241 000, comme j'avais dit. Donc, nous avons les mêmes réalités, une population qui est très jeune. Vous prenez le cas comme le Niger. Le Niger a une natalité la plus élevée au monde. Ensuite, vous voyez le Mali, donc c'est en moyenne 5 enfants par femme dans la plupart de ces pays. Et quand vous prenez un pays comme le Mali,
75% des Maliens ont moins de 35 ans et 65% ont moins de 25 ans. Et c'est pratiquement la même chose dans tous ces pays du Sahel. Donc ça pose des défis en termes d'éducation, en termes d'emploi, etc. Et nos universités, nos écoles sont devenues ce que moi j'appelle assez souvent des fabriques de chômeurs. Et lorsque l'État est incapable d'absorber cette-là, donc la migration devient une alternative. Bon, à cela, vous ajoutez un peu toutes les dynamiques de conflits en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, etc. Ben, ça envenime la situation, donc ça crée un terreau favorable. Et comme la migration est ancrée dans les mœurs, donc les gens commencent à emprunter les mêmes routes migratoires que les anciens. Mais là aussi, je passe rapidement là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce qui est important à retenir, c'est que la migration africaine, elle est d'abord intra-africaine, au moins à 83% au niveau intra-africain. Et niveau ouest africain, c'est au moins 84% des flux. Pourquoi? Parce que depuis 1979, nous, on avait notre Schengen, c'est-à-dire le protocole de libre circulation des personnes et des biens de la CEDEAO, qui a favorisé le mouvement des personnes malgré les entraves. Donc c'est pour ça que, contrairement aux idées reçues, la migration, elle est davantage migration intra-africaine. Le fait qu'il y ait des tensions dans la plupart des pays sahéliens, ça occasionne aussi des vastes mouvements de retour, que ces retours-là soient des expulsions, des refoulements, et toutes les terminologies qu'on pourra utiliser. Si on regarde aujourd'hui, on voit que les migrations ont connu, on va dire, 3 grandes ères. Une ère de migration forcée, dans le cadre des travaux sous la colonisation. Donc il y avait des pôles économiques, les plantations arachidières du Sénégal, les plantations de café, cacao de la Côte d'Ivoire et le port d'Abidjan, dont les travaux ont pris fin en 1945, et le fil du Niger au Mali. Donc les gens tournaient, il y avait une migration forcée. Ensuite, on est arrivé à une ère d'immigration voulue, ordonnée, encouragée. On prend le cas de la France, on avait créé l'ONI, l'Office national d'immigration, qui partait chercher les gens dans les villages. Et celui qui venait était même demandé est-ce que tu avais un cousin, un frère, et donc les gens continuaient. Et ensuite, maintenant, depuis 2000, nous sommes entrés dans ce que moi j'appelle l'ère des accords bilatéraux et des hotspots, c'est-à-dire qu'on crée des checkpoints comme à Agadez, malheureusement. Donc c'est un peu cette dynamique-là qui se joue et qui fait que les migrations se complexifient et deviennent de plus en plus dangereuses. Ça devient une question éminemment politique, une question éminemment sociale et une question éminemment juridique. Dans ce problème-là, quand on regarde, ce sont les États qui ont mis sur l'agenda de cette question migratoire et l'oublié dans cette histoire, c'est le migrant lui-même. On prend en fait des accords, des sommets, les migrants eux-mêmes ne jouent pas forcément un grand rôle dans ces accords, donc on parle à leur nom. Et ensuite, il y a un acteur oublié, ce sont les familles des migrants. Si le retour est difficile, ce n'est pas tant pour le migrant lui-même, quand il pense au bien-être, au confort, etc. Mais qu'est-ce que la famille dit et quelle est la place de cette famille, à la fois pour la migration, mais aussi pour le retour. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas en fait, à combiner ces aspects-là, on fera des accords, on fera des campagnes de sensibilisation et des milliards vont se perdre. Donc, rapidement, j'avais voulu présenter 2 slides sur les facteurs principaux au Sahel qui poussent les gens à partir. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment l'essentiel. Il y a des facteurs économiques, tout ce qui est quête de besoins élémentaires primaires, parce que dans aucun de ces pays, on arrive à satisfaire en tout cas aux services sociaux de base. Ensuite, il y a des facteurs culturels qui sont importants. Je prends le cas de la région de Caille. De plus en plus, une femme préfère se marier à un migrant, quand bien même qu'il est sans papier et qu'il ne reviendra peut-être pas dans 10 ans, que de se marier avec un fonctionnaire dont le salaire est connu. Et quand on vient demander souvent la mère de la fille, on demande est-ce que c'est un migrant ou c'est un fonctionnaire. Pas seulement qu'il est musulman ou chrétien, ça c'était des critères anciens, mais est-ce qu'il est en migration? Donc ça compte en fait. Bon. Et c'est considéré comme étant un rite initiatique, comme vous avez dû le lire dans beaucoup de travaux. Il y a des facteurs socio-démographiques, il y a une compétition des acteurs autour des ressources qui s'amenuisent avec une démographie galopante. Vous avez une quête de mobilité sociale. C'est vrai que dans nos constitutions, pratiquement on dit oui, égalité entre tous les Maliens, donc l'article 2, Sahel, vous allez dans tous les pays du Sahel, c'est pareil. Mais dans la réalité, nous sommes dans des sociétés très stratifiées, où il y a ce qu'on appelle des nobles et des gens de caste. Et donc tout le monde n'a pas forcément voix au chapitre. Et donc la migration donne cette possibilité de redéfinir sa position, d'avoir accès à des ressources, et donc d'avoir voix au chapitre, d'être quelqu'un qui compte, quelqu'un qui peut se prétendre se marier avec éventuellement la fille de X ou de Y, et d'être un acteur aussi qui a quelque chose à dire.
Ensuite, vous avez des facteurs politiques, pratiquement dans ces pays-là. En dehors des coups d'État, bien entendu, il y a toujours des rébellions et d'autres formes de conflits, de violences, qui sont alimentées par aussi les puissances, parce que de toute façon, ce n'est pas nous qui fabriquons les armes. Et plus il y a des conflits, plus les gens perdent des opportunités, le minimum des facteurs de résilience diminue, et la migration devient, de ce point de vue, une alternative. Ensuite, vous avez des facteurs climatiques. Le Sahel, puisqu'on parle de lui, a été frappé par 2 vagues de sécheresse en 1973 et en 1984. Ces sécheresses-là ont occasionné de vastes mouvements de personnes. Vers la Libye, par exemple, beaucoup ont intégré la Légion étrangère de Kadhafi et la suite est connue. Et ensuite, vous avez des facteurs sanitaires, parce que rien que pour faire un sérum, on peut mourir, parce que souvent, ce sont les gardiens ou autres qui vont placer les sérums. Donc, il y a des maladies incurables, et donc les gens profitent un peu du système occidental. Il y a des facteurs éducatifs, parce que ça, quand vous regardez les universités ou même les écoles, il y a une éducation entre formation et marché de l'emploi, donc les gens préfèrent aller ailleurs, et souvent, quand les gens viennent, tout le monde ne retourne pas. Et il y a des facteurs symboliques. Pourquoi c'est important? Quand on regarde les médias occidentaux, on vend une image de l'Afrique misérabiliste, avec la faune, la flore, la guerre, les enfants avec les eaux, etc. Et quand on montre l'Occident, c'est des belles avenues, des belles fleurs. Donc les gens veulent venir ici, tout simplement. Il faudrait là aussi faire un travail au niveau des médias. Bien, quand on regarde, selon les hommes et les femmes, est-ce que les motifs sont différents? Oui, mais ça commence à cette différence-là commence à se dissiper. La migration au Sahel pour les hommes, c'est beaucoup plutôt une migration pour le travail, à 48% dans la plupart des études, suivi pour des raisons d'études et des raisons familiales et sociales. Quand vous prenez pour le cas des femmes, la plupart c'est des raisons de mariage, parce qu'il y a eu le regroupement familial et d'autres. Et ensuite, bien entendu, il y a des femmes qui migrent pour des raisons comme pour les hommes, pour travailler, pour aussi un lendemain meilleur. Quoi qu'il en soit, la décision de partir, c'est en fait un peu les push et les pull factors. Il y a les deux qu'on prend en compte, les opportunités là-bas, dans les pays d'accueil, et les facteurs répulsifs. Et ensuite, la famille joue un grand rôle dans la décision de partir, dans la construction du capital qui permet de partir. Et même quand bien même qu'on a réussi notre parcours ici et qu'on est devenu multimilliardaire en euros et qu'on veut retourner, la famille joue un grand rôle et dans bien des cas, c'est elle qui empêche le retour. Juste quelques slides sur cette migration malienne. Donc je disais qu'elle est d'abord intra-africaine, vous regardez, au moins plus de 3 millions en Afrique. En Europe, c'est 102 000. En France, les Maliens sont estimés entre 100 et 120 000. Mais ce sont les mêmes chiffres depuis 10 ans. Mais quand vous prenez les travaux sérieux de l'INSEE, c'était dans les 64 000 et 12 000 environ qui avaient la binationalité. Bon, ces chiffres-là sont dépassés parce que ce sont des chiffres du ministère qui est incapable de produire de nouveaux chiffres. Mais bon. Et en Afrique, voilà à peu près comment ça se présente. Un dernier point, c'est sur la migration irrégulière qui concerne l'ensemble des pays du Sahel. Pour le cas du Mali, le Mali est un pays de transit, je l'avais dit à l'introduction. Bamako est un point nodal. Pourquoi Bamako? Parce que c'est là où on fait les papiers, le passeport, les cartes d'identité, etc. Si le Mali est un carrefour, c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'à partir du Mali, vous avez accès à la Mauritanie. Et en Mauritanie, vous allez à Ouagadougou, vous prenez les bateaux, vous allez en Espagne. À partir du Mali, comme il n'y a pas de visa entre le Mali et la plupart des pays maghrébins, l'Algérie, le Maroc ou autres là, donc si vous avez des papiers maliens, vous pouvez aussi aller dans ces pays-là, séjourner pendant 3 mois sans être inquiété. Donc, comme on est dans des pays où l'état civil n'est pas fiable, donc on arrive par des réseaux de trafic à se fabriquer des papiers et on devient malien sur papier et beaucoup d'expulsés sont qualifiés de maliens alors qu'en réalité, ce qu'ils ont de maliens, c'est le papier, mais pas forcément les autres aspects. Et à partir de Bamako, donc les gens montent, il y a 2 voies. Soit on monte dans la région de Kaï, ensuite on va à Gogui, la frontière mauritanienne, on va à Nouadhibou. Soit on descend vers le nord, donc à Gao, et de Gao, 2 routes se dessinent. On peut aller à Agadez, au Niger, et d'Agadez, on continue en Libye, et de Libye, on va soit à Lampedusa, soit en Sicile. Donc les 2 portes d'entrée sont facilement accessibles à partir du Mali. Donc ça, c'est les flèches indiquent un peu les directions. On pourra aussi revenir là-dessus dans les discussions.
Les migrants maliens et on va dire sahéliens de façon générale s'intéressent à la France, à l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique dans une moindre mesure. Voilà. Avec le durcissement là, des politiques européennes, parce que depuis 2004, on a mis en place le Frontex qui a commencé à être opérationnel en 2005, on voit que de nouvelles routes commencent à se dessiner. De plus en plus, les gens prennent des avions, ils atterrissent à Casablanca, et puis à partir de là, ça devient de plus en plus dangereux. Même si les migrants ils sont passés par la voie irrégulière, quand ils arrivent dans les pays occidentaux, ben, ils font les photos près des belles avenues, la Tour Eiffel, la Sagrada Familia ou des choses comme ça. Et personne ne montre sa chambre, bien entendu. Et voilà, pour montrer que j'ai reçu. Et quand on retourne en vacances, on prend une villa en location à 500 000 francs CFA avec piscine. On s'abonne dans une boîte de nuit, on fait la fête. Et puis la voiture France au revoir qu'on a achetée est vendue pour acheter les billets retour dans bien des cas. Bon, ça c'est des réalités qu'il faut dire. Voilà. Et entre 2015 et 2018, au moins 572 Maliens ont perdu la vie dans les eaux internationales, mais ça n'empêche pas quand même les mêmes villages, les mêmes familles à envoyer les gens. Pour demander plus tard. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile, mais très peu arrivent à leur fin, parce que malheureusement, avec le règlement de Dublin, c'est dans le premier pays d'entrée qu'on demande voilà, l'asile. Voilà, donc il y a la question des passeurs, des choses comme ça. Alors, juste pour finir sur les conséquences donc, de cette migration sahélienne, il y a des conséquences positives et négatives. Au Mali, c'est la dépendance de certaines personnes, voire des familles vis-à-vis des migrants. C'est que même si on les voit à l'école, on préfère à un moment donné abandonner parce que, comme disent les Soninké, on a fait, donc on va partir. Et ensuite, même quand la pluviométrie est bonne, on ne va pas cultiver parce que de toute façon, les banques de céréales vont être constituées par les migrants. C'est que moi j'appelle les ressources de la privation. Bon. Et après, il y a la déperdition scolaire des enfants qui aspirent à partir. La cherté de la vie au niveau local. Moi, j'ai visité certains villages de Caille où vous voyez des immeubles qui poussent, il n'y a que le grand-père et les petits-enfants, tout le monde est parti. Mais c'est bien parce qu'il y a une dimension symbolique qui est attachée à ça. Au-delà des mosquées, donc on construit des villas. Et vous savez, dans certains villages, la vie coûte plus cher qu'à Bamako. Il y a l'effritement des tissus sociaux, parce que souvent, on se marie avec une fille de 12-13 ans, et puis on part pendant 5 ans, et entre-temps, en tout cas, la fille peut avoir des enfants. C'est ce que nous, on appelle les enfants du mariage. Ce n'est pas forcément les enfants du mari, mais ce sont les enfants du mariage. Ensuite, il y a les problèmes de réinsertion socio-économique pour tous les migrants, qu'ils soient qualifiés, non qualifiés, et qui décident de retourner. Parce que lorsqu'on part, on devient finalement le double absent, donc la double absence d'Abdelmalek Sayad. Quand vous êtes ici, vous êtes perçu comme étant un immigré, même si vous êtes devenu français ou chinois. Et quand vous êtes là-bas, on vous considère comme étant le Franceman, l'American man qui est venu. Voilà. Et dans les pays d'accueil, il y a la promiscuité, bien entendu. Et il y a le racisme, la discrimination, l'exploitation par des employeurs qui vont payer, par exemple, les sans-papiers à 2 €, 3 €. Il y a les difficultés d'accès à certains droits, les difficultés d'accès aux cartes de séjour, la question de l'acculturation, qui deviennent des chauves-souris. Et il y a des problèmes identitaires. Voilà, on dit quand vous prenez la parole, ayez pitié de celui qui vous écoute. Moi, j'ai pitié de vous, je vous rends le micro. Merci.